Mesdames, Messieurs, bonjour. Quel plaisir de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous, pour un nouveau créneau, pour une nouvelle saison déjà de votre émission Mosaïque. C'est la deuxième saison. Elle vous a accompagné tout au long de l'été l'année dernière. Cette fois-ci, elle vous revient tous les dimanches à partir de 15 h. Votre émission Mosaïque, là où on va s'intéresser à des rendez-vous culturels, mais aussi de la peinture et de la cuisine, pourquoi pas. Donc, ce sera votre rendez-vous hebdomadaire qui vous viendra, comme je vous disais, tous les dimanches à partir de 15 h et nous serons en votre compagnie, en direct jusqu'à 16h30. Pour le premier numéro de cette saison, nous la cosmétologie naturelle, grand engouement. Retour massif vers tout ce qui est naturel, vers tout ce qui est bio. Oui, justement, donc les recettes de grand-mère reviennent à la mode avec des produits complètement naturels, particulièrement avec la saison estivale. Vous savez, particulièrement les gens qui veulent aller se rendre au niveau des plages. Donc, comment se protéger naturellement en cette saison. Nous parlerons également cet après-midi d'une exposition, d'une magnifique exposition de peinture. C'est une exposition collective de tableaux de peinture. L'une des participants ou participantes sera parmi nous cet après-midi. Mounia Witis nous accompagnera chaque dimanche. Elle va s'intéresser cette fois-ci à tout ce qui est cuisine, à tout ce qui est recettes très légères en cette saison estivale. Aujourd'hui, place à la tomate et honneur à la tomate. Alors, beaucoup d'études scientifiques ont montré qu'une cure de tomates juste avant de s'exposer au soleil nous permet de minimiser vraiment avec un taux très important tout ce qui est maladie et surtout c'est riche en vitamines, vous le savez. Alors, la tomate sous toutes ses formes, ce sera en compagnie de Mounia Witis. Mais sinon, à présent, notre première invitée est parmi nous ce matin. Nous allons parler de musique et surtout d'un amour très particulier entre une jeune dame, mais aussi sa guitare. Haïfa est parmi nous. Bonjour Haïfa. Bonjour. Marhaba. Merci, je suis très ravie d'être avec vous, Léoma. Nous aussi, on est très ravis, d'autant plus qu'on commence la saison en votre compagnie, et en musique et en beauté. Merci, je suis très ravie. Alors Haïfa, vous avez une belle histoire avec votre guitare. Comment elle a commencé? Oui, elle a commencé depuis toute petite. J'ai toujours aimé la musique. C'était un pari entre moi et mon père. Si tu auras une bonne moyenne, tu auras ta guitare. Et voilà, je l'avais fait. Et c'est là où ça a commencé. Vous avez réussi tous les deux finalement. Ben oui. Vous avez réussi tous les deux. Lui, il veut que vous réussissiez, vous, votre guitare. Exactement. Vous avez quel âge? Maintenant, j'ai 27 ans. Non, à l'âge où il y a eu le pari. 12 ans. 12 ans, ah, ça a commencé jeune. Ouais. Ça a commencé jeune. Voilà, mais bon, c'était le pari, mais ça veut dire qu'il y avait une passion avant. Ben oui, j'aimais trop la musique. En fait, je chantais depuis toute petite, mais je chantais pas en dehors de ma chambre. Donc, c'était juste dans ma chambre, dans ma bulle. Et à l'âge de 12 ans, c'est là où j'ai acheté ma première guitare. J'ai commencé à apprendre toute seule la guitare, le piano. Autodidacte, toute seule. Exact. Ah, bravo. Ben, merci. Donc, pas d'association, pas d'école, pas de conservatoire. Non, jamais. Et comment vous avez fait pour apprendre? Eh ben, heureusement, c'est un don. J'ai l'oreille musicale, donc j'ai commencé. En plus, j'ai trouvé des difficultés parce que je suis gauchère. D'accord. Donc, généralement, quand on a une guitare, on doit inverser les fils. Donc, j'ai commencé avec ça. Au début, j'ai gardé un seul fil. Au départ? Oui. J'étais obligée, je suis gauchère. Donc, j'ai commencé avec un seul fil. Et petit à petit, je rajoutais d'autres. Et voilà, j'ai utilisé un petit flyer comme ça où il y avait des accords et après sur YouTube. J'ai commencé à apprendre sur YouTube. Voilà. Sur YouTube, voilà. Bon, c'est vrai que YouTube, ça donne des tutos très intéressants. Oui, heureusement. Voilà. Et depuis l'âge de 12 ans, ça a commencé cette histoire entre au vous début, et la guitare. comme je vous ai dit, je ne chantais pas en dehors de ma chambre jusqu'au 2014. En 2014, j'ai fait mon premier passage radio avec Yazid Aït Hamadouch, j'étais une découverte de Yazid à Serial Tiger. Et voilà, c'est là où j'ai commencé à devenir Haïfa l'artiste. Très bien. Alors, Haïfa, la passionnée, qui se retourne, donc qui fait une conversion vers Haïfa l'artiste, comment vous avez eu le déclic de sortir de votre chambre? En fait, c'était pas moi. Je reviens toujours à Yazid, donc je chantais avec une amie au musée des Beaux-Arts. Elle m'avait filmé, elle avait posté la vidéo sur Facebook. Et lui, il avait vu le cover, il m'a contacté. Et après, j'ai eu du mal à convaincre mes parents. Au début, c'était un peu difficile. Et après, ils ont accepté. On a peur pour les études, mon premier passage. Exactement, j'avais mon bac.
Ah, c'était l'année de Oui. votre bac. Exactement. D'accord. Donc au début, c'était un peu compliqué. C'était à notre Paris encore? Tes études. Ouais, non, ça va. Ça va. C'était la période du stress, un mois de mai, donc j'étais stressée. J'essayais de Un mois de convaincre mai, mon vraiment père. quelques semaines avant le jour J, hein. Exactement. Donc il m'a vu comme ça stressée. Papa, s'il te plaît, c'est mon rêve. Nanana. Ouais, ok, vas-y. Mais c'est la dernière fois. Ok, ça Ah, marche. c'est la dernière fois. C'était la première Ça et a pas la ouvert la dernière. porte, en tout cas, vers une belle carrière. Exactement, oui. Voilà. Donc voilà, c'était comme ça que ça Alors, a votre commencé. père nous regarde aujourd'hui, j'imagine. Normalement. Il va se dire, Salut il va papa. se dire, ouais, c'est la dernière fois, mais bon. La dernière, oui. Mais bon. Ouais, bon. C'était la dernière fois que vous demandiez la permission. Non, non, non. Non. Il fallait négocier. Yeah, ça là, oui, plusieurs N'est-ce pas? fois. Plusieurs fois. Mais sinon, vous avez eu votre bac à cette Oui, année-là. je l'ai eu. Et maintenant, j'ai mes diplômes, j'ai fini, Marie ça y Belle. est, c'est bon. Voilà, donc papa ne peut plus rien dire aujourd'hui. Ben oui, au début, c'était le bac, après tes diplômes, après tes études, ton travail. Là, j'ai fini, ça y est. Voilà, on a fini. C'est bon. Donc voilà. Papa a compris qu'on arrive à faire Exactement. l'équilibre entre ce qu'on aime, entre notre passion Exactement, oui. et les études. Alors, Haïfa, justement, votre amour, votre passion pour la guitare, pour tout ce que vous faites, a fait quelque part que vous êtes aujourd'hui compositrice aussi. Exactement. En fait, la composition aussi, j'ai commencé à 12 ans. Déjà, mon premier titre, Ah, je l'ai quand composé même. à l'âge de 12 ans. C'est une chanson qui s'appelle Avec votre Yel première Benet. guitare? Pardon? Avec votre première guitare? Oui, avec ma première guitare. On a fait honneur à la guitare. Bah oui, c'est normal. La guitare, c'est ma confidente. Oui. Elle s'appelle comment? Guitare. Guitare, tout ça. Guitare, Ah bah, très oui. bien. Oui, parce qu'une fois, sur l'un des plateaux, j'avais reçu une fille qui faisait du violon et elle me dit Bob. Alors, à deux, trois reprises, après, je dis Bob. Elle me dit oui, Bob, c'est le violon. Ah, ok, d'accord. Oui, c'est vrai. Oui, j'en ai plein. Je peux pas donner un surnom à chacune. D'accord. J'en ai plein. Vous en avez plein, c'est pas les mêmes, c'est-à-dire pas c'est les des mêmes. catégories Il y a- différentes. comme celle-là, c'est une électroclassique, j'ai une D'accord. électroacoustique, j'ai une folk, j'ai une classique. J'en ai La plein. totale. Oh, pas encore l'électrique. Ça va venir, j'imagine. Inch'Allah, oui. Là, Ça va venir. La Bah oui. collection. La collection. La collection. Mais sinon, Haïfa, donc on parlait un petit peu des compositions que vous faites, n'est-ce pas? Alors parlez-nous Oui. un petit peu de cette expérience de la composition. Alors, la composition, en fait, c'est l'inspiration là où elle vient. Donc, généralement, je compose quand je suis triste. Donc, la majorité des chansons sont des chansons tristes. Et voilà, je m'inspire des histoires du quotidien. Ils sont tristes, les artistes, habituellement, ils ne le sont pas. Ben, ça dépend, hein, mais c'est la manière dans laquelle on s'exprime. Donc, Oui. c'est ce qu'on ressent. Pas forcément la même histoire, mais c'est quelque chose qui nous touche. Donc, la première composition s'appelait El Benet. C'était une sorte d'histoire qui m'a inspirée. Et pas forcément que c'est moi la concernée, mais c'est une Oui. histoire qui m'a touchée. Et je donne conseil aux filles. Voilà, faites attention. D'accord. Mais sinon, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un album en cours? Est-ce que vous avez déjà je veux dire, vous avez déjà sorti des albums ou pas encore? Non, album pas encore. J'ai sorti un titre Yel Benet l'année dernière en hommage à Yazid Allah yarhamou. Et cette année, il y a 2 semaines à peu près, mon deuxième titre, la chanson s'appelle Notre Histoire. C'est une composition de Amin Babylone. Oui. C'est la première fois que je chante une chanson l'Imaché Anna des compositeurs. Et ça vous fait quoi? Ben, c'est Nouvelle un expérience, échange de toute façon. culturel, c'est normal. Donc, quand il y a plusieurs artistes unis dans un projet, donc ça fait quelque chose. D'autant plus Il a que ses Amin idées, Babylone j'ai a mes une belle idées. expérience. Exactement, oui. En plus, moi, je rêvais de... avant, quand j'ai commencé, j'avais partagé le cover en 2009, juste après la sortie de la chanson Yazid. Hein. J'avais partagé le cover et je rêvais qu'il le regarde ou là, qu'il l'entende. Et là, je me retrouve avec Amin Babylone à chanter une de ses compositions. Au-delà du rêve. Exactement. Finalement. Oui. Alors, Haïfa, vous avez réalisé un clip dernièrement? Oui. Alors, Notre on en histoire. parle. Ben oui, c'est notre histoire, c'est cette chanson, la composition de Amin. Donc, ça a commencé un gadget au hasard. Donc, j'avais fait un cover de Amin, la chanson Osma Haram Alik. Et à chaque fois, j'enregistrais, je commence l'enregistrement, je commence à chanter et je commence à pleurer. J'arrête, je refais. J'arrête, je refais. Après, je me suis beaucoup dit, moi, j'ai d'émotions, toujours été spontanée avec mes abonnés, donc je vais partager la première. Quand je l'ai partagée, elle a eu un bon retour. Et c'est là où j'ai été contactée par Amin Babylone. Il m'a dit que j'ai trop aimé le cover que tu as fait. Et j'aimerais bien savoir si tu as d'autres compositions en cours. Et là, on a commencé à composer ensemble. On avait des idées, on a voulu faire quelque chose
avec le moment, et à 3 heures du matin, on a fini notre histoire. Donc la chanson, notre histoire. Ça a pris du temps pour l'enregistrement, pour le clip, surtout avec Covid et tout ça. Donc ça a pris du temps. Et il y a 2 semaines, on a lancé le clip et voilà. Très bien. Alors on va voir un petit extrait. Oui. N'est-ce pas? Allez, on vous invite à regarder un petit extrait. C'était la chanson Notre histoire. Donc un petit extrait du clip de Haïfa, Notre histoire. On se retrouve juste après. وإلا فت بغيتك ما نوليش للور الدنيا ما تسواك علمني نسامحك علمني الأمور كل شي راح معاك ما قلتليش اديو علي سون روتور وتمنيت قلبك يحن عليا مرة على مرة ما قدرتش نواجهك صعيبة عليا يا كان أمرا عيتو من الليل عشقك واعر المعيشة برا يا نوطر استوار حكاية ما تتنساش أعطيني اسبوار ومنك أنا ما نبراش يا نوطر استوار حكاية ما تتنساش أعطيني اسبوار ومنك أنا ما نبراش. Et voilà, c'était donc un extrait du nouveau clip de Haïfa, Notre histoire. Alors, on a vu le clip, ça a été tourné donc au niveau du studio, là vous avez enregistré? Ah oui, oui, c'est vrai. En fait, on n'avait pas beaucoup de temps parce qu'à un certain moment, on s'est dit, il y a la fête de la musique qui arrive bientôt, donc c'était pour le 21 juin. Et on n'avait pas beaucoup de temps, donc on a voulu faire un truc original. On a contacté quelques artistes qui ont participé avec nous, on a envoyé la chanson et on a fait une petite session studio, comme ça, avec les vidéos des artistes qui ont participé avec nous. C'était votre premier clip? Non, c'est le deuxième. Le deuxième. Le deuxième. Vous retenez quoi de cette nouvelle expérience? Bon, c'est toujours quelque chose. D'autant plus que vous avez été avec des professionnels, des gens quand même qui sont très perfectionnistes, j'ai envie de dire. Oui, Babylone, on sait qu'il est quand même perfectionniste dans son travail. C'est vrai. En fait, il a été beaucoup plus branché avec la chanson. Donc le clip, c'était juste une petite idée comme ça et on a voulu faire un truc sympa et original. Donc plutôt, j'ai eu plus d'expérience avec le premier clip parce que c'était un truc un petit peu dramatique, là où on a dû tourner carrément. Donc c'était une réalisation de Nassim El Bey, l'artiste Nassim El Bey. Et c'est là où c'était un peu plus compliqué que ce dernier. Voilà. Dans quel sens? Parce que on a dû tourner carrément. Donc j'étais pas seulement chanteuse, mais j'étais même actrice dans le clip. On a dû faire, il y a des séquences, c'est-à-dire là où il y avait l'imagination, où il y avait, c'était tout un scénario. Et on a dû être des acteurs et des artistes. Alors une nouvelle expérience s'ajoute finalement. Oui, c'est normal. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, oui. Vous y pensez? Pourquoi pas un jour? Oui, pourquoi pas. Si j'aurais une proposition, un scénario qui me convient, oui, pourquoi pas. Mais sinon, donc là on a vu, c'est une chanson plutôt rail, non? Oui, c'est plutôt rail moderne. Voilà. Pas le rail l'ancien, Bakary, pas... Voilà, rail modernisé effectivement, mais sinon, quel est un petit peu votre style? Mon style, c'est ça, c'est un peu le rail. En fait, j'ai pas un style particulier, un style un petit peu polyvalent. Vous chantez je chante ce qui me touche. Ce qui vous touche, oui. Voilà. Ce que vous ressentez, ce qui vous touche. Exactement, oui. Même quand vous composez, c'est comme ça? C'est comme ça dépend de l'état d'esprit. Ça peut être une chanson joyeuse. Généralement, c'est des chansons tristes qui nous touchent. Parce que psychologiquement, on dit que les personnes tristes écoutent les paroles et les personnes heureuses écoutent la mélodie. Et là, on a essayé de réunir les deux. Pas tout à fait tort, effectivement. Oui, on a essayé de réunir les deux. On a fait des paroles tristes avec une mélodie un peu joyeuse, parce que c'est l'été. Et ça a donné une autre histoire. Ça a donné notre histoire, effectivement. Oui. Des projets, Haïfa? Oui, Inch'Allah. Donc déjà que notre histoire, il y a une deuxième version en duo avec Amine Babylone. La même? Oui, la même. D'accord. Et il va y avoir quelques petites modifications, c'est normal, parce que là, on chante, c'est une femme qui chante. Et il va y avoir un petit duo technique avec le rappeur Mehdi Flen et d'autres projets. Ah oui, Mehdi Flen. Oui. Mehdi Flen, on garde bien le générique de la fin de la série Liam qui est passée sur la télévision algérienne ce mois de Ramadan. Oui. Effectivement, une très belle voix, une très belle présence. Vrai, oui. Donc là, au fait, Haïfa, à travers votre expérience, à travers l'art à travers la musique que vous pratiquez, ça
ça permet aussi d'avoir un réseau très intéressant avec les artistes et un échange quand même très fructueux, j'ai envie de dire. Ben oui, c'est normal. Surtout quand on fait des duos, il y a l'échange des idées, il y a un échange entre les deux artistes. J'ai des propositions, je propose, l'autre artiste propose ce qu'il a. Et là, surtout les contacts de... vous voyez, je reviens toujours à Yazid, là. Oui, parce que déjà que c'était votre point de départ. Exactement, c'était le point de départ de la majorité des artistes de la nouvelle scène. Actuellement, il y a tout le monde qui est passé. Il faut dire qu'Yazid a beaucoup fait pour les artistes, mais aussi il a beaucoup fait sur le plan solidarité, déjà pour Solidarité Sida, D'ailleurs, Flan, je l'ai connu le collectif Sida en 2016. On a travaillé ensemble sur la chanson Sida avec l'âme. Mais sinon, des albums en vue? Non, je pense pas. Parce que les albums, c'est plus comme avant. Maintenant, c'est les titres qui marchent. Donc, tu prépares un single, tu le lances. Tu prépares un duo, tu le lances. C'est plus les albums. Maintenant, c'est la tendance des singles, des duos. C'est tout. Très bien. Bon, alors on a vu un extrait du clip. Mais là, vous êtes parmi nous et votre meilleure amie, votre confidente est parmi nous. Un petit quelque chose pour nos téléspectateurs et pour nous aussi. On va faire Yaloumima. ويالوميما نوصيك وصايا ويلموت حتى انا يا لأمي ما نوصيك وصايا ولموت حتى أنا يا ويلي ويلي ويل فات زماني ويلي ويل وحش الغربة رماني ويلي ويلي ويل فات زماني ويلي ويلي ويل وحش الغربة رماني يا الجبال قبل الجبال يا راسي وش هذا الحال اسمعوا يا ناس ما دايم حال عصف وقراص كيف يدوم البال ويلي ويلي ويل فات زماني ويلي ويل وحش الغربة رماني. Je perds mes mots. Je ne trouve pas quoi dire. Merci, je suis ravie. Vraiment bravo, bravo, c'est carrément envoûtant. Donc oui, on reste dans la tristesse finalement. Oui, toujours. Voilà. À travers vous, Haïfa, on va profiter quand même pour rendre hommage à toutes les mamans qui nous regardent aujourd'hui. Oui. Et puis, on souhaite rahma à tous, à toutes les mamans donc, qui ont disparu. Alors, on arrive à la fin de notre entretien. Haïfa, peut-être autre projet, un dernier mot? Autre projet, mais un dernier mot, je vous remercie pour l'invitation. C'est un plaisir. Je suis très ravie d'être là avec vous, surtout premier numéro de la saison. Donc c'est un premier plaisir. Numéro, premier plateau. Eh ben, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Je salue les amis Choufofina en Algérie ou là en dehors de l'Algérie et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Haïfa, ça a été un plaisir de vous recevoir. On vous souhaite une très belle continuation, beaucoup de succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt, Inch'Allah, parce que vous avez beaucoup de projets. Donc j'espère que vous nous ferez au moins l'exclusivité. Pourquoi pas? Avec plaisir. On est gourmands. Hein. Avec plaisir. Merci beaucoup Haïfa, très belle continuation à vous et à très bientôt. Et on continue. Alors, c'est la période estivale. Alors vous savez qu'il y a quand même de très belles initiatives de la part de certaines personnes très ingénieuses, hein, donc, qui ont quelque chose et qui veulent carrément passer à un recyclage. Donc il y a carrément des jeunes donc, qui avaient des cars auparavant et qui les ont complètement transformés pour la saison estivale en camping-car. Je vous laisse voir ce reportage de Anissa Bouzid qui s'est justement intéressée à cette nouvelle façon de voir les anciens objets que nous avons. Amoureux de la nature, les deux amis d'enfance, Kouini Rahim et Béchir Amer, ont lancé il y a quelques mois une entreprise d'aménagement de fourgons en camping-car. احنا عشنا المغامره ماذا بينا الناس كاع تعيشوها نيمبورط واحد يخرج كيما خرجنا حنايا ان شاء الله لي فورغون هادو لا بليبار قدم لي زاني 80
90 حتى ل 2000 2001 حنا نجيبوهم نعاودوا لهم لابانتير تاعهم نعاودوا لهم بعدا نعاودوا نفرغوا لهم كلش نعاودوا نريقلوا لهم لا ميكانيك تاعهم ومن بعد ذلك نبداو لهم في البوا نبداو في لي غارنيتور نبداو في لا طابيسري جينيرال ونجو رايحين حاجه بحاجه. الماتيريال بريمير عندنا البوا عندنا الحديد عندنا القماش عندنا نقولوا ليزولاسيون عندنا لي غارني عندنا القماش عندنا بزاف اومور نستعملوهم. Proposés au grand public, ces fourgons aménagés en camping-car sont d'excellente qualité et se caractérisent par un toit relevable pour un gain d'espace en hauteur. يرفد 4 بيرسون عندنا زوج من الفوق في الطوا وعندنا زوج في الكليكلاك. الكومبين كار هذايا فيه بزاف امور عندنا فيه نقدروا كيما نقولوا فيه بلاك شوفونت فيه فريغو صغير فيه سيتيرنا تاع الماء افيك ان بومب فيه بوكو دو شوز فيه لي رونجمون عندنا انطابل هنايا سبيسيال تاع الماكله تاع قاعده عندنا لي رونجمون هنايا عندنا دي رونجمون هنايا كيما عندنا لي رونجمون هنايا من اللور. الكومبين كار ثاني فيه ميزه هنايا باسكو مادامنا رانا في الجزائر ورانا في لافريك عندنا بزاف الطاقه الشمسيه وعندنا الشمس. كومبين كار تاعنا مجهز بكيت تاع طاقه شمسيه لينيرجي سولير فيه لينيرجي سولير منها باش نحافظوا على البيئه تاعنا تكون عندنا طاقه كيما يقولوا لينيرجي تاعنا تكون بروبر من الطبيعه ديراكت. وكيما نقولوا الخدمه هذه فن لازم الانسان يقعد راسه ويكون لازم ماذا بينا حنا كي يخرج كليون راضي علينا ماشي ما يديش حاجه هكاك باك يدي حاجه بروبر ومتقونه وفيني تكون حاجه تعجب الكليون. Ces bricoleurs hors pair ont su donner une seconde vie à de simples fourgons en les transformant en de superbes camping-cars. De quoi passer de bonnes vacances le long des plages et forêts algériennes. Et voilà, c'était donc une nouvelle façon de voir les anciens objets que nous avons. Deux amis qui ont décidé donc de réaménager un petit peu leur car en camping-car, particulièrement en cette saison estivale. Restons dans la saison estivale et particulièrement comment se protéger naturellement avec des produits tout à fait naturels, tout à fait bio. Une experte en cosmétologie est parmi nous cet après-midi. Zahra, bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Ça va, je te remercie et toi? Alhamdoulilah, c'est un plaisir de te recevoir sur notre plateau. C'est très gentil, je suis très heureuse d'être là. Pouvoir partager pour moi, c'est très important. Merci beaucoup Zahra. Alors Zahra, la première question que je te poserai, experte que tu es, formatrice en cosmétique naturelle. Alors il faut dire qu'il y a quand même un engouement très intéressant de la part de la population aujourd'hui vers tout ce qui est naturel, n'est-ce pas? C'est vrai que l'Algérie fait les Algériens font de très grands progrès. On n'en est pas encore à là où il faudrait qu'on soit, mais on fait de très grands progrès. Je vois que beaucoup de personnes s'intéressent à se protéger naturellement, à se faire belle naturellement, à essayer de soigner leurs petits bobos au quotidien naturellement. Et ça, franchement, c'est un grand pas en avant parce que ça n'existait pas à un moment donné. Alors, Zahra, il faut dire qu'à l'approche donc de la saison estivale, on se protège un peu plus, on croit qu'on se protège un peu plus, mais c'est un travail qu'on doit faire tout au long de l'année finalement. Oui, le buzz de l'année, les écrans solaires, les écrans totaux. Comment éviter le soleil? Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on essaye absolument d'éviter le soleil alors que c'est notre ami, déjà à la base. Le soleil est l'ami de l'être humain, l'ami de la planète. Déjà, c'est une étoile qui nous est indispensable et elle est indispensable également à nos cellules, à notre bonne humeur, à notre sommeil et surtout à la synthèse de la vitamine D. Parce que si on manque de vitamine D, beaucoup de maladies peuvent engendrer. Je retiens quelque chose de toi, Zahra, d'ailleurs, tu disais, moi je ne comprends pas un pays qui est gâté par le soleil, c'est tout le monde qui a des carences en vitamine D. Ça, je le garde de toi, en tout cas. Oui, tu as une bonne mémoire et c'est vrai que je me suis toujours étonnée, j'ai toujours été étonnée, pardon, de ça, parce que comment un pays ensoleillé, hiver comme été, et les carences en vitamine D font fureur. Pourquoi? Et pourquoi justement? Et pourquoi? Tout simplement parce que tout le monde se protège, mais pas de la bonne manière. Pas de la bonne manière. Pas de la bonne manière. Ce qui se passe en ce moment, c'est que tout le monde met des écrans. Les écrans sont devenus depuis les années 50 une chose indispensable. On commence à fuir le soleil comme la peste. Alors on se met à l'ombre, on met des écrans, on se protège. Oui, c'est bien beau, parce qu'il faut se protéger, parce que les UVA, les UVB sont très dangereux. Particulièrement à des horaires particuliers de la journée, entre 10h et 14h. À des horaires bien spécifiques, entre 11h et 16h. Mais même lorsqu'on met des écrans totaux chimiques, tout écran total chimique
est dangereux et ne vous protégera pas vraiment du soleil. C'est ça qu'il faut comprendre. Or, tout le monde croit que si on met une crème solaire à indice 50, à indice 100, parce que ça existe aussi, à indice 50 ou à indice 100, je vais être protégée du soleil, je ne vais pas avoir le cancer de la peau, je ne vais pas... Mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. On doit bénéficier aussi de ces rayons. On doit se protéger, nourrir notre peau et bénéficier de ces rayons. Et aussi, par la même occasion, Zahra, donc effectivement, là, on parle de ce qui est chimique, mais aussi de ce qui est naturel. Parce que tout ce qui est naturel, on ne peut pas l'utiliser aussi n'importe comment. Question très pertinente. Ce n'est pas parce que c'est naturel que ce n'est pas nocif. Il faut savoir associer, il faut savoir ce qui pourrait nous aller ou pas, ce qui pourrait aller à notre type de peau ou pas, et surtout les associations. C'est pour ça que j'essaie de former beaucoup de personnes à la cosmétique naturelle pour qu'il y ait sur le marché justement des produits de qualité et sûrs, la sûreté avant tout. Il n'est pas question de mélanger du beurre de karité avec n'importe quelle huile et se dire voilà, je suis protégée du soleil, par exemple. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ce sont des études approfondies, il faut savoir faire les pourcentages, tout est étudié. Maintenant, si on revient à l'écran, quand on dit écran, quand on parle d'écran, on parle d'un film qui va aller protéger la peau, qui va réfléchir les rayons du soleil. Donc, si on réfléchit les rayons du soleil, qu'est-ce qui se passe? On n'a rien comme finalement, on ne fait pas de synthèse. Exactement. Finalement, on ne prend aucun bénéfice du soleil. Et ça, c'est bien bête. Sans compter le fait que ces écrans pénètrent dans notre peau, dans notre sang, et qui créent d'eux-mêmes d'autres maladies. Voilà. La plus grande des maladies, c'est les allergies, entre autres, pour ne pas passer à autre chose. Beaucoup de personnes développent des allergies par rapport aux écrans, mais elles ne savent même pas que c'est dû à l'écran. Et on continue à en mettre, justement. Alors justement, Zahra, donc, il faut dire qu'en ce moment, les formations en cosmétologie naturelle, par exemple, c'est la grande mode. Donc aujourd'hui, il y a un grand retour, il y a un grand intérêt de la part des jeunes filles, des jeunes femmes qui se font aujourd'hui un commerce très intéressant d'ailleurs, hein, qui est reconnu par la Chambre du commerce sur plusieurs codes. Mais finalement, un client qui ne s'y connaît pas, lui. C'est très difficile, donc, parce que là, tu le dis si bien, le naturel c'est bon, mais c'est pas tout ce qui est naturel veut forcément dire que c'est bon. Donc un client, comment pourrait-il faire la différence? Comment pourrait-il décider ça c'est bon, ça c'est pas bon? Tout le problème est là, Nour. En fait, ce n'est pas au client de faire attention. C'est ton contrôle de faire son travail. Voilà. Tu vois, on ne peut pas demander à un client d'être là et de savoir faire la différence entre un produit de bonne qualité et un produit de mauvaise qualité. Ça, c'est pas possible, c'est pas normal. En fait, ce qu'il doit y avoir, c'est un contrôle. Par exemple, il doit y avoir une étiquette au dos d'un produit qui va aller dire tous les composants de tel ou tel produit, de façon à ce qu'on sache si c'est d'origine synthétique, parce qu'il y a le naturel synthétique, ou si c'est d'origine naturelle, ou si c'est d'origine naturelle et bio. Voilà. Donc la qualité du produit est très importante à savoir, et là il faudrait qu'il y ait un contrôle. S'il n'y a pas de contrôle, comment le consommateur va savoir si c'est vraiment de la noix de coco pure qu'il y a dans ce produit, ou s'il y a une noix de coco de synthèse ou même de l'huile de copra? Effectivement. Alors, on va revenir dans un tout petit moment par rapport donc, à ce sujet qui est très important et d'actualité. Mais en ce moment, on va aller du côté de la France par Skype pour avoir parmi nous Dr Marouane Messakher. Docteur, bonjour. Alors, Dr Marouane Messakher est membre donc, du réseau international Algerian Medical Network. Vous êtes parmi nous? Oui, bonjour, merci de m'avoir invité. Marhaba bik, docteur. Alors, docteur, il faut dire qu'aujourd'hui, malheureusement, la situation épidémiologique est très préoccupante. Donc, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport donc, à cette hausse, vraiment, j'ai envie de dire, une hausse très importante donc, des cas de Covid? Oui, donc en fait, moi, je suis résident en 4e année pneumologie en France et donc en contact avec des patients Covid. Et c'est vrai que là, malheureusement, partout dans le monde, il y a une reprise de la pandémie un peu partout dans le monde, notamment en Algérie, où il y a des cas qui augmentent tous les jours. En fait, le problème, c'est que en parallèle, il y a une diminution de la vaccination qui est en train de stagner, pas qu'en Algérie, même en France et ailleurs, parce que les gens sont réticents. Il y a le variant Delta, donc, comme vous savez, qui est plus contagieux que le variant historique, qui est responsable de plus de contamination, plus d'hospitalisation et malheureusement plus de décès. Les gens, il faut vraiment qu'ils comprennent que c'est quelque chose de mortel, c'est une maladie grave,
c'est pas une blague parce qu'il y a malheureusement, malgré tout ce qui se passe, il y a encore des gens qui pensent que c'est juste des rumeurs ou quelque chose de politique. Enfin, franchement, c'est pas du tout le cas. Donc, il y a vraiment des décès liés à ça. Il y a même parfois des jeunes qui décèdent à cause de ça. Il y a des mesures de prévention. Il faut vraiment que les gens, enfin, il faut qu'ils comprennent que les mesures barrières, éviter les regroupements, même qu'il s'agit de mariage, de funérailles, enfin peu importe. Malheureusement, on n'a pas le droit de se regrouper. Il faut éviter tout ce qui est regroupement. Il faut éviter d'être en contact avec des patients fragiles. Et je recommande aussi actuellement la vaccination. Donc, je sais que c'est un problème qui fait débat partout dans le monde parce que les gens sont réticents. Ils ont un peu peur. Ils ont entendu pas mal de choses. En plus, il y a pas mal de désinformation partout dans le monde, donc il y a un peu n'importe quoi sur Internet. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que autant au début, on n'avait pas assez de recul sur la vaccination, il n'y avait pas beaucoup de gens vaccinés. On est le 11 juillet, il y a plus de 3 milliards vaccinés dans le monde. On a assez de recul pour savoir que le vaccin, pardon, il est efficace et il protège contre les formes graves et surtout qu'il n'est pas dangereux. On sait très bien qu'il y a plus de décès par rapport au Covid, comparaison à la vaccination. Donc, les citoyens, il faut vraiment qu'ils comprennent qu'il faut faire confiance. On fait confiance au vaccin. Pour nous, en tout cas, le personnel médical, c'est la seule solution pour sortir de cette pandémie. C'est la seule solution pour éviter que la vague continue, pour la freiner. Et franchement, il y a vraiment très peu de risques graves. Comme n'importe quel médicament, oui, il peut y avoir des effets secondaires, mais ça, c'est le cas même quand on prend un Doliprane, on peut avoir un effet secondaire du Doliprane, mais c'est pas une raison pour pas le prendre si on a mal à la tête. Donc, c'est exactement pareil. Là, on a assez de recul pour dire que le vaccin est efficace et qu'il n'est pas dangereux. Et donc, pour ceux qui peuvent le faire, faites-le dès que possible, parce que malheureusement, la pandémie, elle est en train vraiment de repartir, et on le voit partout dans le monde. Alors, docteur Belouin, justement, on le voit un peu partout dans le monde. Vous êtes membre donc d'un réseau international Algerian Medical Network, et justement, il y a beaucoup de communication qui se fait entre vous et aussi les médecins algériens. Alors, comment travaillez-vous en collaboration justement pour encore une fois encourager, sensibiliser les citoyens à se faire vacciner? Ouais. En fait, c'est un réseau international de médecins et scientifiques algériens. C'est le docteur Nesseline Halzig qui était à l'initiative de ce projet. En résumé, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais en résumé, pour que les gens comprennent aussi, c'est un réseau où il y a des médecins et des scientifiques algériens un peu partout dans le monde. On communique régulièrement, tous les jours. En fait, le but principal, c'est transmettre le savoir, c'est partager l'expérience et communiquer pour mieux organiser les choses. Donc, par exemple, quand il y a des choses qui arrivent d'abord en France, parce que on voit très bien pour la pandémie, du coup, parfois on est décalé, c'est pas la même chose actuellement en France qu'en Algérie, par exemple. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive en France, on alerte nos confrères qui sont en Algérie pour dire, voilà, il y a le variant Delta, par exemple, qui arrive, voilà les particularités par rapport à la souche d'avant, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour anticiper les choses. Donc, vraiment, il y a un travail d'échange régulier, tous les jours, pour justement transmettre l'expérience et dire voilà, il faut s'alerter par rapport à ceci, par rapport à cela. C'est aussi un moyen pour communiquer par rapport aux études. Vous savez, on peut pas malheureusement être au courant de tout en fonction de la spécialité. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas forcément dans une spécialité qui prend en charge les Covid, il n'a pas forcément le temps d'être à jour par rapport à toutes les publications qui sortent tous les jours. Donc, on essaye de faire aussi des formations ou vraiment des webinaires pour mettre à jour l'actualité scientifique et dire voilà, donc il y a une dernière étude qui montre par exemple le vaccin chinois qui est par exemple utilisé en Algérie, qu'il est très efficace, qu'il est pas dangereux et qu'il faut par exemple vraiment sensibiliser à la population qui est réticente et dire en fait c'est un vaccin et qu'il faut le faire et il faut aller se faire vacciner le plus tôt possible. C'est un vaccin qui marche très bien et il ne faut pas attendre parce qu'on a une pandémie qu'on n'arrive pas maintenant à contrôler et c'est la seule solution pour s'en sortir. Après, on arrive aussi à faire en dehors de ça des campagnes de sensibilisation. Donc là, on a commencé une dernière campagne qui s'appelle le Corona Mazal Hna, le Wiqaya Yislahna. Donc il y a plusieurs intervenants qui transmettent
des messages de sensibilisation aux concitoyens pour leur dire voilà, que là, c'est vraiment quelque chose d'inquiétant en ce moment. Il faut se protéger, la vaccination, les mesures barrières, distanciation sociale. Et en dernier, on fait aussi des gestes, on va dire, plutôt humanitaires où on essaie de faire des collectes en collaboration avec d'autres, par exemple des associations comme SHIFA ou la CAF. Et l'idée, c'est on récupère des dons d'Algériens qui sont un peu partout dans le monde et acheter un matériel médical nécessaire pour le Covid en Algérie. Et après, en travaillant en collaboration avec, par exemple, la pharmacie centrale pour que ce soit vraiment transparent. Et comme ça, les médecins qui sont en première ligne vont récupérer leur matériel et comme ça, les patients vont en bénéficier le plus tôt possible. Donc, il y a vraiment plusieurs axes de travail, pédagogie, formation, communication et aussi entraide, échange avec nos confrères un peu partout dans le monde. Ah ben voilà, merci beaucoup, merci à vous. Docteur Marouane Messakhar, vous avez été parmi nous à partir de France. Vous êtes pneumologue et vous êtes membre du réseau international Algerian Medical Network. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous cet après-midi. Donc merci à vous. Donc on rappelle à tous les citoyens que le vaccin aujourd'hui est disponible au niveau des places publiques, au niveau aussi donc juste à la sortie des mosquées. Le vaccin, on peut le faire sans prendre rendez-vous au préalable, sans s'inscrire et le vaccin est complètement gratuit pour tous ceux qui veulent se vacciner, mais il faut se faire vacciner. Voilà, alors Zahra, je reviens à toi. Donc là, nous étions en train de parler encore une fois d'un autre problème de santé. Donc là, c'est la Covid, c'est la pandémie actuelle, mais là, on était justement encore en train de parler d'un autre problème de santé lié à la peau, lié aux allergies. Donc, on s'était arrêté sur le contrôle, donc la nécessité de contrôler tous ces produits-là. Cependant, donc il y a des gens quand même qui se connaissent. Toi-même, tu es expert, tu produis toi-même des produits et tu recommandes. D'ailleurs, aujourd'hui, tu as ramené un petit échantillon. Effectivement, un petit échantillon de chaque. Nous avons ici alors une protection solaire pour le corps. Ah d'accord, c'est... Ok, je ne peux pas ouvrir. Si tu peux, de toute façon, c'est à toi. C'est à moi? C'est à toi. Vous avez vu? Comme c'est génial la télévision, comment on se fait gâter. Ah oui. Merci beaucoup, Zahra. C'est avec plaisir. Donc, alors ça va aller protéger notre corps du soleil. Pourquoi le corps et pas le visage? Quelle est la différence entre un écran visage et un écran pour le corps? C'est simplement que pour le visage, on va utiliser d'autres principes actifs qui vont faire en sorte à ce que ce soit beaucoup plus léger, beaucoup plus facile. Tu permets que je t'interrompe? Oui, bien sûr. Ça sent super bon. L'odeur. Ce sont des huiles essentielles. Ce sont des huiles essentielles. Ce sont des huiles essentielles. Et à savoir aussi que ce n'est pas n'importe quelle huile essentielle qu'on peut mettre pour s'exposer, parce que les huiles essentielles peuvent être très photosensibilisantes et très dangereuses parfois. Donc c'est pour ça que j'essaie de former des gens dans ce sens. Il est très important de savoir quoi mettre, où mettre. Oui. Il y a de l'argile? Alors non, il n'y a pas d'argile, mais il y a de l'oxyde de zinc. Ah, voilà. Le fameux oxyde de zinc filtre donc minéral qu'on retrouve également dans les produits écrans chimiques, mais malheureusement sous d'autres formes. On va le retrouver sous une forme nanoculaire. C'est ça qui est le plus dangereux, parce que lorsqu'il est sous forme nanoculaire, il va les pénétrer dans le sang, et ça c'est très dangereux. Par contre, dans le naturel, on va l'utiliser brut, tel quel. C'est vrai que ça va laisser le film blanc, parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on l'utilise en chimique de façon nanoculaire, c'est pour éliminer le filtre blanc, la petite, je ne sais pas comment dire, le petit film blanc qui vient là, qui dérange un peu tout le monde. Mais celui qui dérange un peu tout le monde est très important, parce qu'il va aller nous protéger sans nous priver. Sans nous priver, voilà ce qui est intéressant. Et puis, il faut dire que l'oxyde de zinc, c'est aussi un produit 100% naturel. 100% naturel. Voilà, c'est minéral. Et il est combiné à d'autres produits. C'est-à-dire qu'il ne va pas être pur mis sur la peau, parce qu'on ne va pas cicatriser la peau, on va juste la protéger contre les UVB et les UVA également, parce que tous les deux sont dangereux. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il va être combiné à d'autres huiles, à d'autres beurres qui vont aller nourrir la peau en profondeur, qui vont aller régénérer les cellules. Et ça, c'est très important, parce que le soleil accélère le vieillissement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne contre-attaque pas, on prévoit. Comment on prévoit? On nourrit notre peau. On la nourrit tellement que le soleil ne peut plus causer de dommages. C'est ça qui est important. Donc une crème solaire doit être aussi hydratante, nourrissante, ultra nourrissante, c'est très important, et en même temps contenir un filtre ou plusieurs filtres, parce que même les huiles, certaines huiles et certains beurres contiennent des indices.
des indices UV très importants quand même. Et donc du coup, rien qu'avec ce beau mélange, ce beau cocktail associé à des huiles essentielles qui ont un très grand pouvoir contre les méchants UVA et UVB, ben nous allons avoir une très bonne crème protectrice pour les jeunes enfants, pour les bébés, pour les mamans, pour les hommes, pour tout le monde, et s'exposer à des heures permises, parce que quelle que soit la protection, on ne s'expose jamais entre 11h et 16h, mais jamais. Sauf si on a une casquette, un bon t-shirt en coton, une petite robe en coton, et bien sûr la crème qu'on renouvelle chaque heure ou chaque 2 heures, ou après chaque baignade. Attention. Maintenant, un autre produit aussi. Alors ça, c'est le savon de Castille. Ça n'a rien à voir, c'est vrai, avec les produits solaires. Mais le savon de Castille, j'ai remarqué qu'il n'existait pas beaucoup en Algérie, alors qu'il a des bienfaits extraordinaires. Le savon de Castille, c'est un peu, si tu veux, le frère jumeau du savon de Marseille. L'odeur. Liquide. Ben oui, l'odeur. La différence, tu vois, c'est que le savon de Castille est plus toléré par nos cheveux, par notre corps, que le savon de Marseille. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus riche en glycérine. Alors surtout celui que je fais, j'y ajoute toujours en plus de la glycérine après. Donc il est extrêmement riche en glycérine, et on sait que la glycérine est un humectant. C'est vrai que Zahra, lorsqu'on se lave avec un savon de Marseille, juste après on ressent. Hein. Voilà, c'est ça la différence entre Castille et Marseille. Le savon de Marseille, en fait, on ne peut pas, et je déconseille, j'ai toujours déconseillé d'utiliser un savon sur le visage, surtout sur le visage, même sur la peau du corps, sauf de temps en temps. Pourquoi? Parce que ça, premièrement, il est d'un pH trop élevé, 9,5, et donc le pH n'est absolument pas adéquat par rapport à celui de notre peau, ce qui va aller dessécher, détruire le film hydrolipidique. Beaucoup d'inconvénients. Donc le savon de Marseille a des inconvénients, mais il a aussi des bienfaits. Nous retrouvons les mêmes bienfaits dans le savon de Castille, puisque lui aussi est fait à base d'huile d'olive, mais également à base d'huile de coco, ou de jojoba, ou de tournesol. En fait, le savon de Castille est beaucoup plus riche, beaucoup plus hydratant, beaucoup plus riche en glycérine, et il a les mêmes propriétés, ça veut dire antifongique, antibactérien. Ben oui, c'est ça qui est bien, parce que quand on a une plaie, par exemple, il n'y a pas mieux que de se laver avec le savon de Castille ou le savon de Marseille. Quand on a des champignons, quand on a des bactéries, quelles qu'elles soient, pour se laver de temps en temps les cheveux, façon de les débarrasser de tout résidu chimique, et ou bien quand on sort de la mer, de la plage, parce que malheureusement, ces dernières années, elle est bien polluée. Oui, donc, effectivement. Bah oui, prendre un petit douche avec du savon de Castille, ce serait l'idéal, ça serait la réhydrater, l'aider à reconstruire son film hydrolipidique, et bien sûr, appliquer une huile nourrissante, toujours une huile nourrissante après le soleil. Alors là, on a parlé du savon de Castille, on a parlé du savon de Marseille, qu'en était du savon de Zaire? Le savon d'Algérie. Mon préféré, mon préféré. Savon de Zaire, c'est une tuerie, savon de Zaire. Ah ben, lui tout seul, c'est incroyable ce qu'on pouvait faire avant quand même. Quand on voit, moi je suis sidérée. En plus, c'est ça. C'est que ça s'est fait avant. Ça s'est fait avant, il y a tellement longtemps. Voilà. Et maintenant, nous découvrons les bienfaits extraordinaires de ce qu'on fait. Il y a un retour terrible, en tout cas, vers Savon de Zaire. Mais attention, je tiens vraiment à dire attention. Malheureusement, ce qu'il y a sur le marché algérien, pas qu'algérien, c'est à peu près mondial, même le Maghreb, la Tunisie, surtout la Libye. Mais je dirais qu'en Algérie, il faut faire très attention à la contrefaçon. On parle de contrefaçon, il s'agit de ne pas utiliser les bonnes huiles pour faire savon de Zaire. Voilà. Savon de Zaire, c'est l'art du terroir en fait. Savon de Zaire, c'est les olives, c'est de l'huile d'olive. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. On va terminer sur un autre produit aussi qui est le déodorant. Alors, s'il te plaît, prends le temps d'en parler. Parce que le déodorant, c'est extrêmement dangereux. Le déodorant, c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Le déodorant. Alors, vraiment, c'est ta lutte, on va dire. C'est ma lutte. C'est ta lutte. Le déodorant, c'est ta lutte. Parce que je suis déjà choquée par ce qui se passe pour le naturel, dans le naturel. On sait pertinemment maintenant, je pense que tout le monde est au courant que le déodorant est la première cause des cancers, du cancer du sein. Je pense que tout le monde maintenant est au courant, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une blague, ce n'est pas une rumeur, c'est une vérité qui a été prouvée scientifiquement et pourtant, c'est toujours en vente. Comme quoi le lobby, on n'y peut rien. Donc voilà, maintenant protégez-vous, c'est très important d'arrêter tout déodorant chimique. Le sel d'aluminium est extrêmement dangereux. La pierre d'Alain est extrêmement dangereuse puisque c'est du sel d'aluminium. Il faut comprendre aussi que la pierre d'Alain, c'est du sel d'aluminium à la forme naturelle. Qu'est-ce qui va faire le sel d'aluminium? Pourquoi les gens, plutôt les firmes l'utilisent dans les produits chimiques? Parce qu'il va les rétrécir les pores. Et quand ça rétrécit, on transpire moins.
Et quand on transpire moins, les déodorants ont fait de l'effet, on se dit, ouais, c'est génial, je vais acheter un déo, ça marche du tonnerre. Et non, il n'est pas question On d'arrêter. emmagasine les toxines au lieu de Exactement, il de n'est les pas dégager. question d'arrêter de transpirer, surtout pas. Sinon, on garde les toxines à l'intérieur de nous, c'est pas le but. Il est question de ne pas sentir mauvais, c'est différent. Ne pas avoir de mauvaise odeur. Et pour ça, il suffit simplement de tuer les bactéries responsables de ces mauvaises odeurs. Et un déodorant naturel est là pour ça. Soigner, hydrater les parties les plus sensibles de la peau, les nourrir et surtout ne pas les empêcher de transpirer et tuer toute bactérie nocive qui va les... Mais ne pas toucher, hein, respecter la flore, parce qu'il y a la flore aussi de la peau. En respectant la flore... Qui fait un travail magnifique. Magnifique, hein, ce sont nos amis bactéries, parce qu'il y a les méchants et il y a les gentils. Donc on va garder les gentils et on va chasser les méchants, c'est ce qu'on fait avec le déodorant naturel. Et j'ai vu sur plusieurs sites, sur Facebook, mais une catastrophe du genre, mélanger de la crème Nivea avec chub. C'était justement la question que j'allais te poser, peut-être qu'on va terminer sur ça, Zahra. Alors justement, c'est vrai que les réseaux sociaux sont inondés avec des recettes comme ça par-ci par-là. Alors finalement, est-ce que, parce que là tout est naturel, hein, et c'est un peu difficile de trouver ça, c'est un peu partout dans le monde, hein, c'est ce qui fait que le naturel finalement n'a pas pris une grande partie du marché. Mais on est écrasé par de gros lobbies. Voilà, en fait. exactement. Et justement, c'est un peu difficile d'arriver ou l'accès aux produits naturels. Est-ce qu'à la maison, on peut avoir ses propres recettes? Absolument. Une recette toute simple que je donne à tout le monde, tous ceux qui sont là en train d'écouter, ceux qui ne sont pas là, qui n'ont qu'à partager. Si vous ne savez pas où acheter un déodorant sûr, archi sûr, naturel, faites-vous votre propre petit déo à la maison. Prenez de la noix de coco, de l'huile de noix de coco extra vierge, j'insiste, de l'huile de coco et pas de l'huile de copra. Achetez de l'huile de coco extra vierge, mélangez-y une cuillère de bicarbonate, une cuillère de kaolin ou d'argile blanche, remuez tout ça et faites votre petit déo crème à la maison. C'est vrai qu'il ne va pas être aussi sophistiqué que le mien, il va avoir des petits inconvénients, c'est vrai, par rapport à tacher les vêtements, ce genre de choses, mais ça reste un déodorant naturel et sûr pour votre santé. Et ben voilà, une belle recette pour nos téléspectatrices et téléspectateurs aujourd'hui. Zahra, ça a été un très grand plaisir de t'avoir parmi nous sur le plateau. Partagé, franchement. Vraiment, ça a été un plaisir de te revoir déjà depuis quelques temps, quand même, depuis quelques années. Tu m'as manqué. Effectivement. Merci beaucoup pour tes précieux conseils et bravo pour tout ce que tu fais justement pour la protection de la nature. Merci beaucoup, Zahra. Et on continue. Cette fois-ci, ça va être pause musicale que nous vous proposons. C'est donc un clip Sidi Boumediene, Halima Alma, et on se retrouve juste après. Ouais, quelle merveille.
sur le plateau après cette très belle interprétation du patrimoine musical algérien, Sidi Boumediene. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à une autre mosaïque. Nous allons nous intéresser à la peinture, à une très belle exposition collective qui se tient en ce moment au niveau de la galerie d'art Amendil. L'une des participantes et l'une des exposantes est parmi nous ce matin. Nariman Sadat Cherfaoui, bonjour. Bonjour, Marhaba, bienvenue. Merci, c'est toujours un honneur et un plaisir d'être parmi vous. C'est toujours un plaisir de vous recevoir et de partager ces belles couleurs en votre compagnie. Merci, le plaisir est partagé. C'est toujours un bonheur et un grand plaisir d'être parmi vous. Et je suis toujours au rendez-vous, donc je suis là, présente. Et marhaba bik, vous êtes chez vous, Merci. vous savez très bien. Merci beaucoup. Voilà, alors Nariman, une très belle exposition se tient en ce moment, vous êtes 7 à exposer. Exactement. Alors parlez-nous un petit peu de l'objectif. Habituellement, l'objectif d'une exposition, c'est vraiment de faire connaître, de faire une promotion aux peintres, aux artistes. Cette fois-ci, c'est plutôt un objectif très noble pour lequel vous avez exposé. Exactement, c'est une, je pourrais dire, c'est une exposition un peu exceptionnelle qui nous tenait vraiment à cœur à réaliser et à organiser. Moi et mes amis et aussi le galeriste que je salue d'abord au passage parce que c'est grâce à lui qu'on a pu réaliser cette belle exposition. Elle est dédiée, cette exposition, aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. C'est une association avec laquelle on collabore. On a collaboré cette fois-ci. C'est pour donner un pourcentage à cette noble, je dirais noble association qui n'arrête pas d'activer, n'arrête pas de faire que de belles choses pour cette catégorie de personnes. Je salue aussi au passage, bien sûr, la présidente, Madame Mokarani, qui est là à cheval, à travailler, à se donner à fond pour cette catégorie de personnes. Et c'est une personne qui a vécu cette chose-là et elle aimerait bien partager son expérience avec ces personnes et les familles de ces personnes-là atteintes de cette maladie. Alors Nariman, vous avez été très active, hein, il faut dans le domaine de l'art, particulièrement durant le Covid. On vous a reçu dans d'autres émissions, vous en avez parlé. Oui. Et pour cette occasion, vous avez même réalisé des tableaux spécifiques pour cette exposition. Et nous avons d'ailleurs deux magnifiques tableaux sur notre plateau aujourd'hui. Ce serait possible donc de nous en parler? Oui, bien sûr. J'étais présente dans cette très belle galerie dans une autre exposition individuelle. Et par la suite, on a voulu faire cette exposition dédiée aux malades d'Alzheimer. Donc, j'ai réalisé entre-temps ces deux œuvres pour cette occasion, pour cette exposition. Et voilà, donc c'est toujours un bonheur. J'ai essayé d'utiliser des couleurs vives et des couleurs chatoyantes qui donnent de l'espoir. De toute façon, Nariman, dans votre compagnie, c'est toujours l'espoir. Donc voilà, à chaque fois qu'on vous reçoit, à chaque fois qu'on vous suit sur vos activités sur les réseaux sociaux, c'est toujours des couleurs pétillantes, c'est toujours de l'espoir qui se dégage. C'est ça l'objectif de l'artiste d'abord, et en particulier moi-même. Pourquoi? Parce que partager du beau et partager du bonheur, quelque chose de positif avec quelqu'un, il y a toujours un retour. Donc c'est un échange toujours positif qui apporte du bien. Donc cette exposition, l'éveil spirituel, on a choisi ce titre-là, c'est par rapport à l'esprit, un corps sain dans un esprit sain, ou bien le contraire. Tout est complémentaire. Donc l'esprit d'un individu il doit être toujours à la hauteur. C'est-à-dire maintenir l'esprit, c'est maintenir tout. Donc essayer d'aider cette catégorie de personnes, c'est les aider à surmonter d'abord cette douleur, parce que c'est une douleur atroce. Mais quand la personne se sent protégée et secondée, assistée, on peut dire que la maladie peut être oubliée en quelque sorte et aller vers un autre côté. C'est-à-dire vivre sa vie et oublier le côté négatif de la maladie. Voilà, effectivement. D'ailleurs, c'est prouvé scientifiquement. Hein, une maladie, il faut avoir un moral. Si on veut guérir d'une maladie, c'est vraiment plus de 50% repose sur le moral. Alors, pour revenir un petit peu sur votre travail, Nariman, sur les deux œuvres que vous nous avez ramenées aujourd'hui sur notre plateau, donc on voit un petit peu que c'est un petit peu l'art abstrait qui prend le dessus, n'est-ce pas? Exactement. C'est une technique mixte. J'ai toujours été attirée par ce genre de concept, c'est-à-dire ce genre de travail. Une technique mixte, pourquoi? Parce que déjà, je travaille avec des produits naturels, purement naturels. C'est pour essayer de récupérer tout ce qui peut être récupérable, tout ce qui existe dans la nature est beau. Donc, toutes les couleurs existent dans la nature. Donc, j'essaie de récupérer ça à ma manière. C'est pour protéger cette belle nature
et cet environnement, et c'est pour inciter aussi la nouvelle génération à s'intéresser à cela. Il n'y a pas plus beau que la nature. Et justement, je suis en train de voir de plus près un petit peu les tableaux. Donc effectivement, il n'y a pas que la peinture, il y a aussi du recyclage. Du recyclage. La récupération. Voilà, oui. de la récupération et du recyclage. Voilà. Alors Naïma, ce qui est intéressant dans votre activité, on l'a vu d'ailleurs à travers les réseaux sociaux, à travers tout ce que vous postez comme activité magnifique, c'est que vous êtes très ouverte aux enfants. Vous êtes très ouverte aux rêves des enfants. Vous êtes là, à l'écoute, dans le partage. Voilà, le partage et surtout partager avec des gens, ces personnes innocentes, c'est comme un enfant. Il n'y a pas plus beau. Et je suis un petit peu penchée vers le côté les enfants aux besoins spécifiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore besoin plus d'attention, plus d'assistance. Et pourquoi pas les faire sentir qu'ils sont comme les autres. Et j'essaie toujours d'apporter quelque chose par rapport à ce genre de catégorie de personnes. Et d'ailleurs, vous êtes dans une association pour enfants dont les besoins sont spécifiques. Je suis un peu partout dans plusieurs associations. Voilà. Et j'essaie, parce que en parallèle, je travaille dans une administration, donc j'essaie toujours d'aménager mon temps d'abord par rapport à mes activités d'artiste, voilà. Donc j'ai assuré quelques cours de perfectionnement ou bien d'initiation à la peinture pour ces genres de personnes. Et croyez-moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Une satisfaction personnelle. Et donner le sourire à ce genre de personnes ne peut être que quelque chose de très extraordinaire. Voilà. Magnifique, effectivement. Voilà. Et je suis en parallèle avec une autre association nationale de femmes artistes algériennes. On essaye c'est une association qui a été créée il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans de cela. Donc on essaye de travailler dans ce sens-là et d'apporter que de belles choses pour les jeunes en particulier et cette catégorie de personnes aussi. Effectivement. Alors pour revenir encore une fois à cette très belle exposition collective qui se tient en ce moment jusqu'à Amandi. D'ailleurs, c'est une exposition tellement magnifique qu'elle a été prolongée. Voilà. Jusqu'à jeudi prochain, Inch'Allah, le 15 de ce mois. Oui. Et je précise aussi, pour ne pas oublier mes amis, qu'on est 7 d'abord, 7 à exposer. Si je vous permets, allez-y, justement. Vous avez Abebsia Djemila, qui fait partie de cette exposition. Aïcha Bouiza, une amie que je salue au passage aussi. Benaudia Melisa, Madame Hafef Hamra Nedia, Melouk Soraya, que je salue aussi au passage, Mqaddam Abdelkader et moi-même. Donc on est 7 artistes à réaliser cette exposition collective. Et voilà, donc le vernissage s'est très bien passé. Il y a eu beaucoup de monde et ce qui a vraiment attiré l'attention des gens, c'est l'idée, le concept de la chose. Oui. Éveil spirituel, ça résume tout. Voilà. Ça résume, l'objectif est très noble. Voilà, donc, exactement. Automatiquement, ça attire finalement. Exactement. Ça attire. Alors Nalimen, vous avez fait plusieurs expositions. Hein, donc vous avez fait des expositions individuelles, d'autres expositions collectives, mais finalement, quelle est la différence? J'imagine que ce sont deux expériences complètement différentes. Oui, toutes choses à son charme. Quand je fais mon exposition individuelle, je suis là. Et je me sens, c'est-à-dire mettre à bord de cette exposition. Donc, c'est Nariman Sadet Chafaoui qui participe à cette exposition en qualité d'artiste peintre individuellement. Ça a son charme, c'est-à-dire toute chose a son objectif. Donc, c'est pour essayer de montrer un nouveau travail. Le thème, il est différent par rapport à d'autres expositions. Et quand je fais une collective, c'est le partage tout simplement. Oui. De se retrouver entre artistes, entre amis, c'est un autre sentiment. Et voilà, le partage est toujours agréable avec ses amis, d'autant plus dans le même domaine. Voilà, il est agréable, mais aussi il est bénéfique, j'imagine. Il y a un échange de techniques, il y a un échange d'idées. d'idées. Les critiques sont toujours les bienvenues. Bon, il y a ceux qui acceptent, ceux qui n'acceptent pas, mais de mon côté, elles sont toujours les bienvenues. Donc, il faut accepter les critiques parce que, quelque part, elles sont toujours positives. Parce qu'une critique apporte toujours quelque chose de bénéfique pour la personne. Donc il faut accepter. Pour pouvoir réussir dans ce domaine-là, il faut accepter les critiques. Donc chaque artiste donne son avis par rapport à l'autre. Il y a ceux qui se connaissaient auparavant, ceux qui se découvrent pendant l'exposition. Et c'est un échange extraordinaire. C'est enrichissant aussi.
C'est très bénéfique, C'est effectivement. bénéfique pour tout le monde. Et il y a un échange de public aussi, le public de cet artiste. Enfin, il y a des artistes qui sont un public qui a l'habitude de fréquenter, c'est-à-dire d'aller au vernissage. Qui est amateur par rapport à un artiste particulier. Voilà. Et il y a un échange entre le public, c'est-à-dire c'est très, très enrichissant, encore une fois. Voilà. Alors, Nariman, justement, j'imagine, j'ai envie de dire, tout au long de votre carrière d'artiste, hein, donc je parle, tout au long de votre carrière d'artiste, ça a été toujours cet art plutôt ce courant abstrait, ça a toujours été ces couleurs chatoyantes, ça a toujours été ces couleurs joyeuses? Eh bien, franchement, c'est une question qui m'est toujours revenue. Au départ, je travaillais beaucoup plus avec les couleurs chaudes. C'est venu comme ça spontanément vers moi, sans savoir, connaître la raison. Les couleurs chaudes du désert, sans aller déjà au désert. Donc je voyais ça dans mes rêves. Dans les rêves, les couleurs, la vie de là-bas, etc., etc. À chaque fois qu'on me posait la question, quand est-ce que vous allez passer à faire autre chose, un autre style ou passer à d'autres couleurs, je ne connaissais pas la réponse. Je ne savais pas quoi dire. C'est venu tout seul. Alors, Nariman, je comprends par là que j'ai envie de dire que vous pratiquez cette passion juste par le feeling. Voilà, par finalement. Le feeling, ça vient tout seul. C'est vraiment ce que vous ressentez à l'instant T. Voilà, il faut être très spontané, soi-même, naturel, pour pouvoir réaliser quelque chose. Et ça se ressent à travers l'œuvre. Si on réalise quelque chose par amour et on a envie de faire la chose et on y croit vraiment, ça se ressent. Et à chaque fois qu'on posait la question, quand est-ce que vous allez passer à travailler avec d'autres couleurs, la réponse n'était pas là. Je leur disais, ça va venir tout seul, ça je suis sûre. Quand, je ne sais pas. Et c'est venu comme ça spontanément. C'était quoi le déclic? Voilà, le déclic, peut-être que j'ai exposé à l'étranger, j'ai participé dans un festival international. Et c'est les couleurs de notre drapeau, pourquoi pas rajouter le vert, pourquoi pas rajouter le rouge, c'est venu comme ça. D'accord. Donc j'étais la seule à... Donc c'était finalement l'identité algérienne que vous aviez envie de faire ressortir à travers les œuvres. C'était dans un subconscient très profond. Et comme j'étais la seule à réaliser cette exposition en tant qu'Algérienne, de représenter mon pays, et c'était un bonheur pour moi de le faire. Et c'est comme ça que c'est venu peut-être l'idée de rajouter les couleurs. Et puis je me suis rapprochée de plus en plus à utiliser les couleurs, toutes les couleurs qui puissent exister dans la nature. Toutes les couleurs sont belles. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours l'espoir qui se dégage. Moi, je me rappelle, nous avons fait un plateau ensemble, en plein Covid. Là, vous avez dit, quand même, la pandémie est là, la conjoncture est là, mais il faut quand même... Il faut se battre. Il faut se battre. Voilà, il faut se battre, il ne faut pas baisser les bras. Et pourquoi pas, on se dit, la vie continue, c'est quelque chose qui vient du ciel. Et voilà, donc il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Toute chose a un remède. Voilà, donc on se dit, on est là, on attend la suite et j'espère que ça va être que de belles choses. Inch'Allah, et l'espoir continue avec cette très belle exposition collective à laquelle vous participez en ce moment, donc en faveur, encore une fois, des personnes atteintes d'Alzheimer. Exactement, donc espérons que cette exposition apportera à cette tranche de personnes d'une manière directe et indirecte du positif. Et alors, famille aussi, parce que la famille aussi souffre et elle est là à se battre et à essayer d'aider peut-être chacun de nous à un membre de la famille qui a une personne proche ou lointaine. Donc, toute chose a son objectif. Et l'objectif de cette exposition, c'est de dire à ces personnes-là, même si vous êtes un petit peu dans l'oubli, parce que ça dépend de la personne aussi, de son courage, de son vécu, de son entourage aussi, on est là et vous n'êtes pas seul. Voilà, il y a toujours quelqu'un qui pense à vous et quelque part ici ou ailleurs. Oui, effectivement. Voilà. Et cette exposition donc, est un très bon témoin par rapport à cet engagement, donc déjà pour ces personnes-là. Alors Nariman, justement, c'est un moment émotif pour vous?
Ben oui, toute chose qui se fait dont on est convaincu se fait avec émotion. S'il n'y a pas d'émotion, c'est qu'on ne ressent rien et il n'y a pas d'âme dans la chose. Voilà. Il n'y a pas d'âme dans la chose, vous le dites si bien. Et justement, c'est parce que les tableaux de peinture sont les œuvres d'art sont pleines d'âme, justement. Exactement. Elles parlent d'elles-mêmes. Voilà. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez évoqué des critiques. Donc, généralement, on sait très bien que les artistes, donc particulièrement la peinture, ils travaillent avec le feeling, ils travaillent donc selon le ressenti de l'instant T, selon l'environnement, selon l'endroit. En fait, il y a beaucoup de facteurs internes et externes qui influencent un petit peu, on va dire, ou qui impactent sur le rendu finalement de l'artiste. Mais quand on vient critiquer finalement, quelles sont les critiques qui reviennent le plus souvent? Eh ben, c'est difficile quand même de critiquer une œuvre d'art qui est... il faut être d'abord connaisseur. Ben, voilà. Il faut être connaisseur, il faut d'abord, avant d'être connaisseur déjà, savoir apprécier. Parce que c'est pas un artiste pour moi, celui qui sait apprécier déjà, il est quelque part dans le bas. D'abord. Il a une fibre artistique. Il a une fibre, il s'intéresse à cela. Dans tous les domaines confondus, que ça soit dans la musique ou ça soit pour pouvoir arriver à critiquer, il faut savoir avoir un minimum. Donc, les critiques sont différentes, mais bon, il y a une certaine, je ne dirais pas une concurrence, mais ni rivalité non plus, mais chacun essaye d'être différent par rapport à l'autre. Mais le plus important, c'est de savoir mettre les mots qu'il faut, parce qu'il y a des nouveaux talents qui ont été brisés à cause d'une critique, mais ils ont été brisés. Il y a d'autres personnes, non. L'interprétation a été tout à fait différente. C'est ça qui les a lancés encore plus. C'est un défi qu'ils ont mené pour arriver à ce qu'ils sont arrivés et certainement ils vont encore évoluer. Certainement. Donc ça dépend de la personne. Donc si la personne elle accepte les critiques et c'est la critique et la bienvenue dans son esprit, eh ben c'est toujours positif. Si on n'accepte pas, on est, c'est-à-dire bloqué, on pourra jamais avancer plus loin. Et les critiques sont différentes, c'est vrai. Bon, cette question, la plupart des critiques qui viennent, c'est pourquoi vous ne faites pas autre chose? Mais pourquoi je fais autre chose? Ça, c'est pas une critique aussi. C'est pas une critique, c'est un avis. Voilà. Si on vous dit que pourquoi vous ne faites pas autre chose, ça veut dire qu'en quelque sorte, le travail là n'est pas satisfaisant, quelque chose. Non, c'est un exemple que j'ai cité. Oui. Et puis l'artiste n'aime pas être imposé. On lui impose de faire ceci ou cela. C'est la liberté à l'artiste de réaliser ce qu'il veut et ce qui lui tient à cœur. Parce que s'il fait quelque chose, parce qu'on lui a imposé, le résultat est... Ça ne devient plus de l'art. Ça ne devient plus de l'art. Donc c'est pour ça que j'ai évoqué c'est-à-dire en disant cet exemple-là, en disant pourquoi vous ne faites pas autre chose que cela. C'est pas que ça bloque, mais ça frustre l'artiste. Il ne faut jamais lui imposer quoi que ce soit. Effectivement. Alors, Nariman, on la voit, cette passion, à travers votre travail. Certainement, vous avez fait beaucoup de chemin depuis que vous avez commencé et vous allez faire encore du chemin, certainement, des projets. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir, et tant qu'il y a la santé, on peut toujours avancer. Et quand on aime la chose et quand on y croit, quand on est encouragé par l'entourage, d'abord mes parents qui m'ont encouragé, et mon conjoint aussi, que je salue au passage, j'espère qu'il est à l'écoute. Donc il est toujours présent, je lui ai dit à ta manière, bon, peut-être qu'il est un petit peu pris par le travail. Mais le fait de ne pas bloquer d'abord, de laisser la personne s'exprimer et aller vers son rêve. Donc les projets, ça ne s'arrête pas tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la santé. Effectivement. Voilà. Tout simplement. Alors on rappelle, l'exposition se tient en ce moment au niveau de la galerie d'art Amendil, c'est jusqu'à
jusqu'à jeudi, le 15. Jusqu'à jeudi, jusqu'au 15 voilà. de ce mois, Inch'Allah. De ce Donc, mois. vous pourriez vous y rendre. De très beaux tableaux donc, sont exposés. 7 artistes exposent et c'est pour le compte donc, d'une association qui prend en charge les malades atteints d'Alzheimer. Nariman, ça a été un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. C'est toujours un bonheur aussi d'être parmi vous. Là, Et merci pour Nariman Sadat Cherfaoui, vous êtes artiste, je rappelle, et vous exposez en ce moment au niveau de la galerie d'art Amendel et l'exposition. Donc, je rappelle qu'elle se poursuit jusqu'au 15. Merci encore une fois et très belle continuation. Merci à vous. Et on continue cette fois-ci. Nous allons retrouver Mounia Witis dans un petit moment qui va nous donner de très beaux conseils d'ailleurs sur la tomate, sur comment consommer la tomate sous toutes ses formes. Mais avant cela, pause musicale en compagnie de Cheb Wahid, lui qui nous interprète une magnifique pause musicale en compagnie du Cheb Wahid qui nous a interprété Zedeni Ashkan. Cette fois-ci, je vais dire Zedeni Ashkan pour la tomate. Alors, vous voyez que le plateau est super bien garni avec ses amuse-bouches en tomate. Alors, franchement, Mounia, la Zedeni Ashkan, t'as ça. Merci. Bonjour Mounia, vous l'aurez compris, Mounia Witis est parmi nous ce matin. Bonjour Mounia. Bonjour, ça va? Comment ça va? Très bien, merci. Alhamdulillah. Alors, Mounia, elle nous a accompagnés tout au long de l'année pour prendre en charge de mieux en mieux la famille, donc à travers ton émission Ma famille, ma vie. Mais Mounia n'a pas perdu finalement son talent de cuisine. Oui, mais je reviens à mes premiers amours. J'ai commencé à la télé avec la cuisine. De toute façon, tu reviens à tes premiers amours, ça n'a jamais quitté hein, oui, finalement. Exactement, voilà. C'est clair, oui. C'était peut-être pas partagé avec les téléspectateurs, voilà. Mais j'ai fait partager ça à ma petite famille, à mes amis aussi. Je reviens partager avec vous mes petites recettes pour l'été, pour un peu changer un peu les idées, pour amener un petit coup de fraîcheur, on va dire. Voilà, d'autant plus que c'est l'été. Donc l'été, on va vers des repas plutôt très légers. D'accord, mais finalement, Mounia, il faut dire, en été, c'est là où il y a le plus de maladies, c'est là où il y a le plus d'intoxication, c'est là où il y a le plus d'indigestion. Justement parce qu'on va vers le léger, mais on ne sait pas vers quoi on va. Et là, tu es là pour nous donner de bonnes astuces. Exactement, vous donner des astuces et des recettes simples et faciles, surtout que l'été, c'est aussi la saison des fruits et légumes. Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes par aussi. excellence. Exactement, donc vaut mieux, pour manger ça, il faut manger les fruits et légumes de saison et les préparer à la maison, c'est encore mieux. Honneur à la tomate aujourd'hui. Exactement, on est en pleine saison de tomates, il y a des tomates un peu partout. Le prix, sérieusement, ils sont à 25 dinars. À partir de 25 dinars le kilo, jusqu'à 35 dinars le kilo, vous pouvez... ce que je vous propose aujourd'hui, c'est en faire des conserves, comme ça on en a pendant toute l'année. La tomate, c'est voilà, la aoula pour toute l'année. Il faut savoir que pendant l'hiver, la tomate, les prix de la tomate arrivent jusqu'à pratiquement 180 dinars quand même. Donc c'est pas la saison. Donc vaut mieux faire la aoula, voilà exactement. Pendant l'été, on est en congé, on peut en profiter, occuper un peu son temps avec ces petites conserves. Et justement, je vais vous expliquer comment faire des conserves et comment faire aussi des tomates séchées, ou appelées aussi tomates confites. Ça, c'est très intéressant. On commence par quoi? On commence par les tomates confites, comme ça je vais vous laisser le temps de déguster si vous voulez. Comment? C'est que j'allais même pas te demander ta permission. Anis n'a rien fait beau moment. D'accord, très bien. Donc les tomates séchées. Les tomates séchées, nos grand-mères les préparaient aussi. Ma grand-mère, préparait les tomates, elle les faisait sécher fustah, tout simplement. Et même c'est la recette aussi italienne. Les Italiens font sécher leurs tomates en terrasse. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps, il faut avoir une terrasse exposée au soleil, ça prend à peu près une semaine pour faire sécher. Ça va, c'est pas aussi long que ça. Une semaine, quand même. Donc une semaine, mais ce qu'il faut, c'est bien saler les tomates avant. Oui, en fait, c'est beaucoup une semaine pour les gourmands, quoi. Voilà, exactement. On est un peu impatient de les goûter. Mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une recette un peu plus rapide, on va dire, on va faire ça en une journée. C'est prendre des tomates. Alors, c'est la saison des tomates, vous allez retrouver ces petites tomates de forme un peu longue, comme vous voyez. Elles sont vraiment charnues, il y a beaucoup de chair dedans. Donc, vous pouvez en faire des tomates séchées ou des conserves de tomates ou de la sauce tomate. Donc, ça sera... Bien fraîche, hein? Oui, bien fraîche. Ouais. Donc vous prenez tout simplement ces tomates-là, vous allez les couper en 4 ou en 2. Vous allez les saler, enlever bien sûr les pépins. Les pépins, oui. Voilà. Les saler pour les laisser dégorger 2 heures à peu près, comme ça elles dégorgent bien. Et une fois qu'elles ont dégorgé, vous les installez sur une Alors on explique que dégorger, c'est dégager un petit peu toute l'eau qu'il y a. Exactement. Voilà. Exactement. Ah, je comprends. Hein. J'arrive à suivre. Très bien. Donc ensuite, on va les placer sur une plaque qui va au four, un papier sulfurisé avant. Donc on place nos tomates, nos moitiés de tomates ou nos quarts de tomates sur la plaque qui va au four et on va les enfourner à 100 degrés pendant pratiquement 4 heures.
Ah, quand même, 100 Oui. degrés 100 degrés. 100 degrés, 4 heures. Voilà, c'est pratiquement la plus basse température. Si vous avez un four, par exemple, un four ventilé, c'est encore mieux. Le résultat est meilleur. Donc vous laissez, vous surveillez, on ne sait jamais. Tout est, voilà. Ici, vous avez des tomates séchées que je n'ai pas préparées en amuse-bouche, donc vous pouvez voilà, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Très bien, donc une fois qu'elles sont sèches, vous les récupérez, vous pouvez les laisser comme ça ou vous pouvez tout simplement les mettre dans un bocal avec de l'huile d'olive, de l'ail et puis l'herbe aromatique que vous voulez, que vous appréciez, voilà, romarin, thym, voilà, du basilic, ce que vous voulez, et vous les laissez dans votre bocal. Vous pouvez les manger en amuse-bouche avec, là j'ai préparé avec du fromage de chèvre. Alors déjà celle-ci, je vais quand même pas la remettre dans le bocal. Oui, tout de même pas. Oui, bien sûr. N'est-ce pas? Tout de même pas. C'est le Covid et tout, j'ai tout de même pas la remettre dans le bocal. Et donc une bonne excuse pour elle va dans ma déguster. bouche. Donc vous les mettez dans un bocal avec de l'huile d'olive, de l'ail et des herbes aromatiques selon votre goût. Vous pouvez préparer avec ça des petits amuse-bouches. Là, ce que j'ai préparé, c'est tout simplement du pain. C'est des canapés avec du pain, du fromage de chèvre, bien de chez nous, un fromage algérien. Tu fais exprès, moi. Et de la tomate séchée, aromatisée à l'huile d'olive, de l'ail. Tu fais exprès. Donc, je vous invite ensuite à déguster les canapés. Et entre-temps, je vais vous expliquer la conserve de tomates, si vous voulez. Je vous laisse déguster tranquillement. Voilà, donc c'est du pain de mie. C'est du pain de mie qu'on a fait griller un petit peu. Et ensuite, que j'ai découpé avec un emporte-pièce. Voilà, un emporte-pièce, voilà. Et donc, du fromage de chèvre et de la tomate séchée. Vous pouvez remplacer, si vous n'aimez pas trop le goût fort du fromage de chèvre, vous pouvez remplacer avec la mozzarella. Tu peux me le dire à moi, ça. Pas moi qu'il faut le dire, ça. Oui, avec la mozzarella ou avec un autre fromage frais, c'est selon votre goût. Et verdict, dans un petit moment, je vais vous laisser déguster tranquillement. Entre-temps, je vais parler des conserves. Je trouve même pas les mots. Entre-temps, je vais parler des conserves de tomates. Les conserves de tomates, nos grands-mères les préparaient. Moi, personnellement, je les prépare de temps en temps. Vous avez plusieurs moyens de conserver la tomate. Il faut savoir qu'il faut impérativement bien nettoyer son plan de travail, ses ustensiles, ses bocaux. Il faut absolument très bien les nettoyer. Parce qu'on risque quand même le botulisme avec les conserves quand ils n'ont pas été correctement faites. Et le botulisme est une maladie assez grave, qui peut être mortelle aussi. Donc il faut faire très attention. Pour les conserves de tomates, donc vous allez prendre vos tomates, tout simplement, et vous allez les peler. Pour les peler, il faut les mettre dans de l'eau bouillante, à peu près 60 secondes, pas plus. L'intention n'est pas de les cuire, mais juste voilà, les émonder. Donc avant de les mettre dans de l'eau, on fait une petite incision en forme de croix sur la base et on enlève le pédoncule. Vous les mettez dans de l'eau bouillante. Une fois que la minute est passée dans votre eau bouillante, vous les retirez et ensuite vous les pelez. Une fois pelés... On le voit bien d'ailleurs sur ce bocal de conserve. C'est des tomates entières. Alors on peut faire des tomates entières, on peut faire de la sauce tomate comme ici, de la sauce tomate. Donc c'est selon votre goût. Moi je préfère de loin les tomates entières parce que là je prends ce que je veux. Une ou deux tomates que je fais avec lesquelles je fais ma petite préparation. Sinon, vous pouvez faire de la sauce tomate directement. C'est selon votre goût, tout simplement. Donc, vous avez différents bocaux, on va dire, que vous pouvez utiliser. Là, j'ai choisi justement ceux qu'on utilise pour les conserves. Donc, le bocal à clapper avec le joint. Alors, très important, le joint se change chaque année. On va dire qu'une conserve va rester une année. Vous pouvez garder votre conserve jusqu'à une année, voire plus. Voire plus, quand c'est bien conservé. Quand c'est bien conservé. Moi, je vous conseille de refaire ça chaque année. C'est mieux. À mon avis, c'est mieux. De toute façon, il faut dire que la tomate est un peu un ingrédient de base dans les préparations des plats algériens. Donc, probablement, ça ne tiendra même pas une année. Exactement. Avec Shorbat Armdan, avec toutes les sauces rouges, même pour les sauces rouges autres, pour les spaghettis ou autres. Donc, le joint se change chaque année. Donc, après chaque utilisation, votre joint, vous le changez parce qu'on risque de le, on va dire, de le couper en ouvrant notre bocal. Le bocal, oui. Sinon, vous avez aussi le bocal classique qui est celui-là. Les conserves qu'on trouve sur le marché, c'est dans des bocaux en général comme ça. Donc sur celui-là, c'est aussi simple. Ce qu'il faut faire avant de mettre l'ingrédient à l'intérieur, c'est de mettre vos bocaux dans une eau bouillante. Stérilisés. Voilà, pour les stériliser. Donc, pas besoin de les mettre longtemps. Quelques minutes dans une eau à frémissement. Vous les retirez et vous laissez égoutter de côté. Petite précision, on ne met pas les joints dans de l'eau bouillante. Juste l'eau un peu chaude. Comme ça va permettre que le bocal soit bien scellé.
mais surtout pas dans de l'eau bouillante parce que ça va je trouve pas le mot. Ça va le ramollir. Ça va le ramollir. Oui, parce qu'il va complètement perdre son élasticité et après, voilà. Voilà, exactement. Donc, vos bocaux sont stérilisés, vos tomates sont pelées, donc vous prenez un bocal, vous allez mettre vos tomates à l'intérieur et bien serrer à l'intérieur, mettre le maximum de tomates possible. Vous rajoutez un ingrédient très important, c'est soit du vinaigre, soit... N'importe quel vinaigre, Mounia? On va dire du vinaigre de table classique et pas du vinaigre, bien sûr pas de vinaigre balsamique qui va altérer le goût. Donc du vinaigre blanc ou du vinaigre tout simplement qu'on met souvent sur la salade. Donc pour un bocal comme celui-là, on va dire que j'ai mis une cuillère à soupe de vinaigre plus un peu de sel. Sinon du jus de citron. La tomate n'est pas suffisamment acide. Du coup, pendant la conservation, la tomate risque de faire, je perds mes mots aujourd'hui, de faire, on va dire, un gaz. Non, de produire un certain gaz qui va faire que vos bocaux vont exploser tout simplement. Vous allez retrouver à l'intérieur de votre armoire des bocaux complètement fissurés ou explosés. Donc il faut faire très attention. Il faut mettre du vinaigre à l'intérieur. Donc du vinaigre, du sel ou alors du jus de citron et du sel ou de l'acide citrique pour certains. S'ils préfèrent l'acide citrique, on met de l'acide citrique. On referme nos bocaux donc, plutôt. Une cuillère à soupe de vinaigre pour ce genre de bocaux. Voilà. Pour ce genre de bocaux, c'est une cuillère à soupe. Donc, si c'est plus grand, on va tout simplement augmenter, doubler, tripler. Voilà. Pour ce bocal, c'est environ un demi-litre. Donc, pour un demi-litre, une cuillère à soupe. Pour un litre, 2 cuillères à soupe. Et un peu de sel. On va dire une demi-cuillère de café de sel. D'accord. Donc, vous refermez votre bocal. Avant de le refermer, vous essuyez correctement le bord du bocal comme ça pour que la fermeture soit vraiment hermétique. Une fois que vous avez refermé vos bocaux, que ce soit ceux-là ou ceux-là, vous mettez tout dans une cocotte. Vous avez une cocotte ou sinon dans une marmite. Dans la cocotte, vous disposez vos bocaux à l'intérieur, mais vous allez séparer vos bocaux avec un torchon pour éviter qu'ils s'entrechoquent et qu'ils se fissurent. Vous mettez à l'intérieur, vous fermez, vous mettez de l'eau jusqu'à dépasser le couvercle de 2,5 cm d'eau. Vous refermez, le tout à froid, on soit bien d'accord. L'eau froide, les ingrédients à l'intérieur ils sont déjà froids, le bocal il est froid, comme ça il n'y a pas de choc thermique. Il n'y a pas de choc thermique, oui. Qui risque de fissurer les bocaux. Donc on ferme notre cocotte minute et puis on allume tout simplement le feu. À feu doux. On va dire un feu vif dès le début. Ah, vif quand même. Dès que la soupape commence à siffler, à ce moment-là, on diminue un peu le feu et on attend 20 minutes. Après 20 minutes, on peut éteindre le feu et on laisse refroidir complètement pour les sortir de la cocotte minute. Voilà, tout simplement. Et ensuite, ça se conserve au frigo? Non, ça se conserve dans un placard. Ambiante? Non, dans le placard, température ambiante, à l'abri du soleil. Pour vérifier que la conservation s'est bien faite, il faut tout simplement ouvrir le bocal. Vous ouvrez, ça ne s'ouvre pas. C'est scellé. Donc ça ne peut pas, voilà, c'est sous vide, c'est scellé, ça ne peut pas s'ouvrir. Pour les bocaux comme ça ne peut pas s'ouvrir. Comme vous voyez, il faudrait que je tire. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut changer les joints à chaque fois. Quand on tire sur le joint pour ouvrir le bocal, on peut à ce moment-là le fissurer, le découper. Et du coup, pour la prochaine préparation, il ne sera plus en bon état, la fermeture ne sera plus hermétique. Voilà, cherchez mes mots. Et pour le bocal, ce genre de bocal, il faut vérifier qu'il y ait un petit creux. Voilà, ça ne gondole pas. Ça ne gondole pas. On ne peut pas appuyer parce qu'en général, quand on referme un pot de main, on va dire que c'est un pot de mayonnaise, quand on le referme, il y a quand même un petit jeu sur le couvercle. Une fois que c'est hermétique et c'est sous vide à l'intérieur, le jeu n'y est plus. Donc même si vous appuyez, il n'y a pas de jeu à l'intérieur. Et ça se conserve plus d'une année. Moi, je vous conseille de le conserver une année, et puis l'année prochaine, refaire la même chose au mois de juillet. De toute façon, faudrait-il encore que ça reste. Voilà, qu'il en reste. Juste un petit conseil par rapport au botulisme. Très rapidement, parce qu'on arrive à la fin. D'accord. Si vous avez peur ou vous avez un doute sur vos conserves, premièrement, vous ne les consommez pas, tout simplement. Évitez de les consommer. Il n'y a pas mieux. Ou au pire, vous faites bouillir ou vous faites cuire cet ingrédient-là pendant 10 minutes, ébullition pendant 10 minutes sur le feu. Et normalement, il n'y a pas de souci après ça. Et voilà. Et puis, consommer de la tomate. Consommer de la tomate, c'est plein de vitamines, sans modération. Sans modération, c'est la saison. Et c'est très bon pour les coups de soleil aussi. Pour les coups de soleil, effectivement. Mounia, merci beaucoup pour ces précieuses astuces.
n'est-ce pas, en plein saison estivale en plus. Merci beaucoup Mounia, on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres astuces. Voilà. Merci beaucoup Mounia, nous arrivons à la fin de notre émission, ça a été un plaisir de vous accompagner en cet après-midi. Donc nous étions ensemble de 15h à 16h30. Merci beaucoup à la Régie 7, merci beaucoup à toute l'équipe qui a préparé cette émission, Fatiha, Zakia et aussi notre script Nsaline. Merci à Khalifa qui était aux commandes et nous arrivons donc à la fin. Je vous retrouve à très bientôt, donc dimanche prochain à partir de 15h. Au revoir.